Je m'appelle Nicolas Cruau, j'ai 28 ans, je suis ingénieur de formation et je suis actuellement président d'une start-up qui s'appelle Neolith, qu'on a créée il y a 5 ans avec deux associés sur la thématique du traitement des déchets non recyclables. J'ai commencé mes études par une prépa scientifique en 2013 et j'ai intégré l'école polytechnique à Paris en 2016 sur un cursus ingénieur généraliste. Et en 2018, mon père, qui est un de mes associés, m'a proposé son idée de traiter les déchets non recyclables en les transformant en pierre. Et donc, on a commencé à travailler là-dessus pendant mon cursus d'ingénieur. À la fin de nos études, en fait, moi et mon autre associé, qui est également ingénieur, on s'est lancé en 2020. Maintenant, on a déployé Néolith. Néolith, c'est une start-up industrielle angevine. Aujourd'hui, on est 200 salariés et notre mission, c'est de trouver une alternative au traitement des déchets non recyclables. Aujourd'hui, vos poubelles, c'est enfoui ou incinéré. Le problème, c'est que ces deux solutions émettent beaucoup de CO2 ou de méthane, et donc ont un impact très négatif sur l'environnement. Et donc, nous, le Néolith, on développe une technologie qu'on a appelée la fossilisation accélérée des déchets, qui consiste à transformer ces mêmes déchets non recyclables en des granulats de construction. C'est des petits cailloux qui peuvent être ensuite réutilisés pour faire de la construction comme des granulats naturels, notamment des bétons aujourd'hui. Les déchets non recyclables, aujourd'hui, il y en a 30 millions de tonnes par an en France. La moitié de ceux-ci sont votre ordure ménagère, la poubelle noire ou verte de la cuisine. Et l'autre moitié, c'est à peu près la même chose, mais pour les entreprises et les industriels. Donc, c'est la benne de déchets qu'on voit sur le parking des entreprises. Donc, c'est composé de plastique, de papier et carton souillé, de textile en mélange, de un peu tout ce qu'on peut imaginer. Nous, on s'intéresse dans un premier temps aux 15 millions de tonnes qui sont générées par les entreprises. C'est un flux un peu plus simple à gérer et commercialement plus accessible. Et donc, nous, dans la chaîne de valeur, on reçoit les déchets provenant des collecteurs et centres de tri qui viennent faire du porte-à-porte. Ces gens-là collectent les déchets, ils trient ce qui est recyclable et ils ont une fraction non recyclable qui leur reste, qui représente à peu près entre 70 et 90% du flux quand même qu'ils reçoivent. Donc, c'est une grande partie. Aujourd'hui, ils doivent payer l'enfouissement. Et ben, au lieu de payer l'enfouissement, ils payent la fossilisation. L'idée initiale, moi, elle vient de mon père, William, qui est mon associé, donc, et qui a fait pendant 40 ans de la taille de pierre en Anjou. Il travaillait un matériau calcaire qui s'appelle le tuffeau. Et ce qu'il s'est dit, c'est que ce tuffeau, comme tous les calcaires sédimentaires, il s'est formé par la sédimentation et la fossilisation des matières organiques du Crétacé, donc en gros des déchets des dinosaures, pour faire simple, qui sont fossilisés progressivement pour devenir un caillou. Et donc, il s'est demandé si ce processus géologique naturel, on ne pouvait pas le répliquer, l'accélérer et l'appliquer à nos propres déchets à nous, pour obtenir à la fin un matériau de construction. Tout le procédé a été conçu finalement en mimétisme de ce procédé géologique avec des outils industriels pour essayer d'obtenir le meilleur matériau à la fin. Nous, on prend la matière, on va extraire tous les indésirables et, enfin, c'est pas une grosse proportion du déchet, mais les quelques trucs qui sont potentiellement contraignant par rapport à notre granulat à la fin. Donc, on a une sorte d'étape de préparation de la matière. Ensuite, on va la microniser. Donc, on va faire une très fine farine, une très fine poudre à partir des déchets en mélange. Toutes les particules de déchets vont être inférieures à 500 microns, en gros, en taille de particules. Cette poudre, on va la faire réagir avec des liants minéraux, donc notre secret de chimie industrielle. En fait, la réaction de cette poudre avec ces liants va obtenir une espèce de pâte à modeler minérale qu'on va pouvoir ensuite monter sous très haute pression pour former des granulats denses. Tout ce processus-là, il n'a pas besoin de chaleur. Donc, ce n'est pas une combustion ou c'est vraiment mécanique et chimique. Et à la fin, pour obtenir un granulat qui a une résistance comparable à des granulats naturels, il faut qu'on attende de l'ordre de 2 mois pour obtenir un matériau qui ait fini sa réaction chimique, en fait. On peut ensuite mettre en forme la matière sous la forme qu'on veut. Le granulat, on l'a appelé anthropocyte. Anthropo, c'est l'homme et cyte, c'est le minéral en gros. C'est le minéral de l'ère humaine. Les applications, elles viennent avec les différentes certifications qu'on a et qu'on obtient progressivement. La première certification qu'on a eue, c'est on vient remplacer des granulats naturels dans des formulations de béton. Les premières formulations de béton qu'on a, c'est béton non structurel. C'est beaucoup de béton qui sont utilisés dans les travaux publics qui ne portent pas structurellement les bâtiments. On a lancé des process de certification qui sont assez longs sur les bétons structurels. Donc, par exemple, tout ce qui va être fondation, dalles, plancher, ce genre de choses. L'avantage de faire des granulats, c'est que je disais qu'en entrée, dans le gisement d'entrée, c'est 30 millions de tonnes de déchets par an en France. Les granulats, on en consomme plutôt de l'ordre de 300 millions de tonnes par an en France. En fait, on ne va pas venir produire des granulats dont on ne saura quoi faire à la fin. On va toujours avoir un exutoire pour ces granulats parce que le granulat, c'est la première matière consommée après l'eau
Et donc, on en a des besoins en quantité pharaonique. Mon père, à la base, ce qui le drive, c'est pas exactement l'écologie. Il s'est dit que c'était, tant qu'à faire, c'était mieux d'éviter de faire des montagnes de déchets, mais ce qui le drive fondamentalement, lui, c'est la matière minérale. C'est un amoureux du caillou et il est très focalisé là-dessus. Et encore aujourd'hui, il travaille avec nous plutôt dans un service d'innovation et il est très centré sur la matière minérale, comment on peut faire mieux, comment on peut faire différent, comment est-ce qu'on peut inventer des choses nouvelles dans le caillou. Parce qu'il pense que c'est un domaine encore très inexploré. Moi, par contre, quand il m'a présenté son idée, ce qui m'a frappé, c'est l'impact potentiel d'un point de vue environnemental. Si on pouvait fossiliser tous les déchets qu'on enfouissait ou qu'on incinérait aujourd'hui en France, on pourrait réduire de l'ordre de 7% les émissions de CO2 du pays. Donc c'est plus de 2 fois les émissions du transport aérien en France. Et moi, c'est ça qui m'a frappé, c'est de me dire, avec une seule technologie qui n'a pas l'air très compliquée à déployer une fois qu'elle est maîtrisée, qui n'est pas spécialement plus chère que l'enfouissement ou l'incinération, on peut abattre des grosses quantités d'émissions de CO2 pour une seule entreprise, quoi. Si on arrive à trouver déjà une dizaine de technos comme ça sur un peu tous les secteurs, on a abattu 80% du problème. Moi, ma conviction, c'est que l'outil industriel doit pouvoir aussi servir à des volontés écologiques. On s'est servi de l'outil industriel pour faire de la production de masse, pour faire aussi de l'abattement des coûts et tout un tas de choses. Et cet outil industriel qui permet de répliquer des technologies et des savoir-faire à des échelles considérables, eh ben, si on l'applique sur des procédés intrinsèquement écologiques, on peut faire de l'écologie à échelle industrielle. Et à mon sens, à la fin, vu que la problématique du changement climatique, c'est une problématique industrielle, il faut y répondre aussi avec des moyens industriels. On ne peut pas faire que garder le système industriel traditionnel, puis considérer que par simplement le changement de motivation des gens, ça va marcher. Il faut réussir à imbriquer tout ça. Je travaille avec mon père, ma mère, mon frère et un cousin. Ça se passe très bien, d'une manière générale. On a un système qui est un peu particulier parce que moi, je suis le patron de mon père, même si on est associé. Dans la hiérarchie, c'est pas lui qui commande. Ça, il l'a très bien accepté depuis le début et c'était comme ça qu'on avait construit notre relation d'associé. Mais ça apporte des fois des situations un peu rigolotes où c'est moi qui lui tape sur la tête pour qu'il arrête ce qu'il est en train de faire ou pour trancher un point où on n'est pas d'accord. Mais d'une manière générale, c'est très sain, je trouve. L'entrepreneuriat, à la fin, c'est quand même très exigeant sur le plan personnel. À la fin, on pense quand même beaucoup à ça et pas à grand-chose d'autre. Et donc, le fait d'avoir ses proches qui sont aussi dans la même démarche et là, encore plus dans la même entreprise, ça permet aussi enfin, que quand ça va pas, ils savent pourquoi ça va pas. Enfin, c'est à la fois tout ou rien, parce que si vraiment tout va mal, bah, personne ne va bien dans le système, mais on n'est pas seul en fait, c'est ça. Et je pense que la solitude de l'entrepreneur, c'est quelque chose de commun, et là, on n'est pas seul. Déjà, j'ai mes associés, mais en plus, finalement, ma famille étant embarquée dans le système, bah, on est ensemble, quoi. Nous, on traite avec un nombre de clients assez limité. Les clients en amont qui nous apportent les déchets, c'est un revenu pour nous. Ce sont donc les acteurs du tri, donc, petits et gros. Donc, c'est les gens qui collectent chez les entreprises, qui trient, qui doivent payer normalement l'enfouissement. Donc, ça, c'est par usine, c'est quelques clients de l'ordre de 5 à 10. Et en aval, donc la production de granulats, on ne la fait pas en direct auprès des constructeurs. En fait, on vend les granulats à des carriers, donc aux producteurs de granulats naturels qui finalement prennent ce granulat comme une extension de leur gamme. Et eux, après, ils vont vendre à leurs clients traditionnels, les centrales à béton, les gars qui font des routes et tout ça. Le marché, il est structuré par la réglementation dans le déchet. S'il n'y avait pas de contraintes environnementales, enfouir, ça coûterait 5 fois moins cher que maintenant. Et il n'y aurait aucun process de recyclage qui serait viable. Tout le monde baignerait ses déchets dans des trous et puis point barre. Aujourd'hui, ce qui pousse beaucoup, c'est déjà, il y a une loi en France qui est la loi de 2015 pour la croissance verte qui cherche à réduire les capacités d'enfouissement. Donc, les capacités d'enfouissement, donc des sites d'enfouissement, c'est des capacités qui sont autorisées par décret préfectoral. Donc, les préfets, pour respecter la loi, réduisent d'année en année la taille disponible des sites d'enfouissement. Donc, ça fait que les déchets, ils doivent aller quelque part ailleurs. Ça augmente aussi de facto le prix du traitement. Et donc, ça crée du potentiel économique pour d'autres technos qui étaient potentiellement trop chers à la base. À ça s'ajoutent aussi des augmentations de taxes sur l'enfouissement pour rendre moins compétitives des solutions polluantes et finalement créer de la place pour des solutions alternatives. Et ce qui se présage là de pas mal au niveau européen, c'est l'intégration de la filière traitement de déchets dans les quotas carbone. Aujourd'hui, les quotas d'échange de carbone sont que entre les très gros pollueurs, donc les centrales à charbon, les aciéries, les cimenteries, tous ces gens-là. Et la réforme de ce marché vise à étendre ça aussi aux incinérateurs et potentiellement aux décharges.
En fait, ils vont devoir payer pour leur CO2 globalement. Et vu qu'ils sont très émetteurs, ça va encore impacter leur modèle économique et leur efficience économique. Et donc, ça va nous rendre, nous et les acteurs du recyclage, de plus en plus compétitifs face à eux. Donc, la trajectoire est plutôt très favorable dans le contexte actuel. Bah, nous, notre modèle, c'est qu'on déploie des usines qu'on appelle les fossilisateurs qui font 100 000 tonnes de capacité par an et qui sont des standards réplicables. Donc la première va être déployée en région angevine, mais les suivantes vont être déployées dans toutes les régions de France. C'est-à-dire que vu qu'on nous apporte les déchets, on a juste à signer les clients qui ensuite nous apportent les déchets. On n'a pas de logistique à gérer spécialement. On doit juste gérer notre usine, sa production. La première se fait à côté d'Angers parce que c'est plus simple pour moi, mais fondamentalement, on pourrait en faire en Corse ou ailleurs, ça ne changerait rien. Et donc, on a une trajectoire de déploiement là sur les prochaines années en déployant un peu partout des usines qui fait qu'on va mailler assez rapidement la France. Et on commence à regarder les marchés finalement proches européens. C'est des marchés similaires, quoi. C'est le même genre de prix, les mêmes genres de déchets. Il n'y a pas de raison qu'on n'y aille pas non plus. On a aujourd'hui deux petites unités industrielles qui sont des petites usines hein, qui font quand même quelques milliers de mètres carrés. La grande arrive très prochainement, quoi, dans l'espace de 12 mois. Moi, j'ai peur, c'est toujours que les innovations sympas elles restent dans un placard ou dans une niche où à la fin, on n'en voit jamais la couleur. Nous, c'est pas notre sujet. On a deux pilotes industriels aujourd'hui, mais des pilotes qui sont quand même déjà très grands. Et là, on passe à des échelles supérieures parce que le quantité de flux de déchets à traiter est impressionnante. Une unité de 100 000 tonnes, c'est quelque chose qui fait 5 hectares, qui voit passer quand même pas mal de flux. Et donc, c'est ça qu'on va déployer à partir de l'année prochaine. Actuellement, il y a beaucoup de matières non recyclables qui, si on pouvait les triturer très précisément et tout, le seraient encore. C'est-à-dire que moi, je reçois encore des petits morceaux de carton, des petits morceaux de plastique qui ne sont pas recyclables parce que soit ils sont trop petits et en fait, un acteur du tri n'a pas le modèle économique pour prendre avec ses mains un petit truc de 10 grammes et puis le mettre dans la bonne benne. Donc, si ça arrive en mélange et que c'est trop petit dans le flux, grosso modo, ça ne sera pas recyclable. Et d'un autre côté, c'est aussi les matériaux composites. Mais là, c'est de l'éco-conception côté industriel. Mais dès qu'il y a plus qu'une matière qui est prise en jeu, ça devient très compliqué à recycler. Et donc, nous, les matériaux composites, ils arrivent directement dans le flux non recyclable. Et on les reçoit en aval. Il y a vraiment un gros enjeu de tri à la source. Je sais qu'il y a eu beaucoup de publicité négative finalement vis-à-vis du tri à la source. Où je rencontre toujours plein de gens qui me demandent, mais du coup, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de mettre dans la poubelle jaune? La réponse est oui. Il y a une partie du flux qui va in fine, ne sera pas recyclable. C'est peut-être 20% sur la poubelle jaune, mais ça reste quand même très majoritairement recyclé. Si vous la mettez dans la poubelle noire, vous êtes sûr que 100% est non recyclable. Enfin, il n'y a pas un gars qui va s'amuser à surtrier la poubelle noire. Donc, par défaut, enfin, le tri à la source, c'est important et il ne faut pas le négliger. Donc, à l'échelle de la personne, c'est là où il y a de la manœuvre pour jouer. Et à l'échelle des entreprises qui conçoivent des produits, c'est l'éco-conception, penser monomatière, penser réparation, penser tout ça. Les acteurs du marché qui sont mes clients, c'est des acteurs qui raisonnent quand même, pour la très grande majorité, seulement en fonction de la pression qu'ils se prennent par leurs propres clients. En gros, les gens qui collectent les déchets, si tout le monde s'en fout de savoir où va la poubelle, eh ben, ils vont arbitrer d'un point de vue purement économique. Ils vont même pas réfléchir plus loin, sauf à avoir des grandes convictions internes. Et donc, c'est très important, je pense, que les gens comprennent où vont leurs déchets, qu'est-ce qui arrive, et commencent à demander un peu plus d'amélioration sur ce truc-là. Tout le monde bosse dans une entreprise, à peu près. Dans cette entreprise, il y a quelqu'un qui vient collecter le déchet. C'est assez facile d'aller voir le directeur général si c'est une petite boîte, ou le directeur des achats, ou le directeur de la RSE si c'est une grande, et lui dire, bah attends, moi j'ai vu une techno qui traite les déchets de façon mieux. Est-ce que tu ne demanderais pas à ton prestataire de déchets s'il pouvait pas plutôt utiliser cette techno-là? Et en fait, c'est un peu les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Nous, on voit qu'il y a beaucoup de nos clients actuels qui en fait sont venus parce que leurs propres clients leur ont demandé notre techno. Et finalement, quand ça vient de là, c'est quand même beaucoup plus facile, le mécanisme d'absorption. C'est toujours un peu chiant de changer d'habitude. Donc, si c'est leurs clients qui leur demandent et qui sentent que finalement, si à un moment ils s'y mettent pas, leurs clients ils vont aller chez quelqu'un qui le fait, enfin, il y a un risque de marché. Et donc là, ils vont se bouger. Je dirais que la pression citoyenne et de l'unité de base apporte beaucoup.